merci à vous. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les messieurs sont les bienvenus. Et alors, on était en train d'essayer de tirer des statistiques et des corrélations parce qu'il semblerait qu'il y ait plus de barbus présents que de non-barbus. Alors, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. En tout cas, merci d'être là et bienvenue à ce... en fait, vous aviez peut-être vu l'affiche, j'avais annoncé le 5e, et en fait, c'est déjà le 6e UX Forum sur la question des femmes et de la santé globale au travail. Je dirais que tous les termes sont importants. On est rose de fond, comme dirait l'autre, parce qu'on est Octobre Rose et on est très content d'être là avec vous aujourd'hui. C'est l'une des problématiques qui est là pour ça. Et donc, pardon, parce qu'on a quand même presque sous-titré sur ce qui sera la conclusion et qu'il y a encore du chemin à faire, mais quand même, la preuve que vous êtes là, c'est que quand même les choses avancent et progressent. Donc bienvenue, bienvenue. Je vous présente pour l'instant 3. Il y en a une qui devrait pas tarder à arriver, qui est la 4e en dehors de moi. Nos 3 intervenantes. Je vois qu'on a un superbe frelon qui est là. Bon. J'espère qu'il va piquer personne. Et donc, alors, en majesté et au centre, et alors en plus on lui a choisi un siège qui est assorti à ses cheveux, et donc merci à Florence Chappert, donc que vous connaissez, qui est de l'ANACT et qui pilote la mission Égalité Intégrée. C'est comme ça que ça s'appelle après avoir eu diverses appellations, mais en tout cas elle porte la question des femmes et notamment aussi, elle était quasiment toute seule, la question du retraitement des données sur les femmes qu'on n'a pas. Et ça, c'est la grande question. Donc, merci à Florence. Et c'est elle qui ouvrira le bal tout à l'heure. Alors, Magali, vous la voyez en photo, elle est blonde, mais elle n'est pas là. Donc, elle va pas tarder, mais elle ne tardera pas. Carolina Beretta a changé de coiffure par rapport à la photo, mais c'est bien elle. Et elle est d'Agemetra, donc c'est aussi j'allais dire la régionale de l'étape, et sur cette grande structure interprofessionnelle de santé au travail de la région de Lyon. Et puis pour représenter, elle nous expliquera tout à l'heure, j'allais dire à la fois les startups, la question de l'innovation et des femmes, Anaïs Chorel, la célèbre Anaïs, j'allais dire, sur les questions, alors qui nous sont chères par ailleurs, qui est d'innovation et de wearable robotics, donc d'exosquelettes, voilà, et moi-même. Donc moi je m'appelle Anne-Marie Lefebvre. J'ai fondé il y a un petit moment cette association d'intérêt général qui s'appelle le Cercle Entreprise et Santé, et sur lequel, je dirais, on est sur les questions à la fois prospectives de la relation au travail, dans ses divers impacts, et la santé dans tous ses états, y compris la santé mentale. Donc merci pour ceux d'entre vous qui repiquent par rapport à hier, où on avait aussi une question là-dessus. Et puis on a dans la salle la chance d'avoir Sabrine Berada, qu'on appellera tout à l'heure, et qui elle aussi sur la question des femmes, et plus particulièrement dans le domaine hospitalier, puisque je crois que c'est 75% des femmes dans le domaine hospitalier représentent l'une des actions. Voilà. Alors, bon, je vous ai dit qui on était. En gros, nous, on est à think tank, donc on réunit tous les mois une quinzaine d'entreprises et de services interentreprises de santé au travail sur, justement, en petit comité, sur des questions prospectives qui bougent et qui sont en train de bouger beaucoup et qu'on approfondit. Et puis, de façon ouverte, avec Preventica, j'allais dire, dont on est une forme de partenaire historique, puisque ça fait bien 15 ans qu'on intervient là, on développe donc ce type d'UX Forum. Et quand on dit UX Forum, ça veut dire on n'a pas la science infuse et il n'y a pas un exemple, c'est qu'il y a plusieurs exemples, toujours en sens du terrain, d'où UX, utilisateur, et puis forum, parce que les choses sont ouvertes, les choses progressent, pas de vérité révélée qui descendent de haut en bas, mais plutôt qui remontent du terrain. Et donc merci à vous d'être là aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est moi. Voilà. Donc un peu des choses sur sur qui on est et ce à quoi on croit. Alors pour ceux qui savent peut-être, il y a eu un truc sur lequel il y a eu un méga débat il y a quelques années, qui était la question de la multifactorialité. Et disons, alors c'était, on va venir à des débats ancestraux, enfin pas si longtemps, ça continue là maintenant, avec quelquefois les syndicats d'employeurs de ce côté-là, c'est
quels sont les facteurs attribuables au travail et quels sont ceux qui ne le sont pas. Heureusement, on a un peu dépassé ça. Alors, pas toujours en réparation, mais au moins en prévention, parce que finalement, ce qui est du côté de la santé publique, donc des enjeux de santé publique ou j'allais dire de santé personnelle, se recoupe complètement avec ce qui est de santé travail, avec notamment un environnement de travail qui évolue beaucoup. Ça, c'est notre, j'allais dire, c'est notre credo, c'est notre constat, et c'est un peu là-dessus sur, j'allais dire, ces porosité finalement à la fois des vies, des modes de vie, et qui sont pas que les vies au travail, qui sont essentiels de ce côté-là. Alors, nos précédents, juste pour vous dire, là, on a commencé, donc le premier, il était en visio ou autre. C'était une espèce du UX Forum miroir, c'est-à-dire qu'en gros, on interviewait, je ne sais plus si tu étais là, Anaïs, je crois, oui déjà, des femmes dirigeantes ou responsables en matière de HSE et de santé, donc qui avaient, j'allais dire, les doubles troupes féminines et masculines pour regarder comment elles faisaient, je dirais, elles à la fois en tant que femmes et en même temps sur ces questions-là avec les spécificités, mais en même temps toujours la même question qu'on travaille avec Florence et qui est le manque cruel de données qu'on a là-dessus. On en a eu un autre avec toujours Anaïs ici présente sur les femmes et l'innovation, notamment via les exosquelettes, avec une vieille question de souvent pardon de dire des choses parce que c'est pas vous messieurs non plus, mais souvent j'allais dire des normes et des façons de concevoir des équipements faites pour des hommes moyens, si tant est que l'homme moyen existe, parce qu'ils sont tous supérieurs, mais et donc voilà, mais pas forcément fait pour les femmes. Une autre question, alors lancinante et on avait poussé une idée, j'espère qu'elle va ressortir un de ces quatre avec Florence sur les data, et donc quelles données a-t-on? Le monde va changer, est en train de changer complètement grâce aux données massives. On n'a pas encore, même si c'est obligatoire, on n'a pas encore de données genrées. Et puis, on avait regardé aussi, alors, là, c'était sur le secteur de la logistique, mais ça aurait pu être sur un autre, c'est que, alors, pardon, encore une fois d'être trivial, mais le manque, la pénurie de compétences et de recrutement, pardon d'être vraiment trivial, mais les secteurs qui étaient traditionnellement masculins se mettent à chercher des femmes parce qu'il faut bien avoir quelqu'un, excusez-moi, et donc les femmes, les vieux et les handicapés, alors quand on est sur les trois, c'est absolument l'horreur, mais quand même on est dans la cible, et on voit si vous voulez les secteurs bouger. Moi, on a vu le BTP notamment il y a déjà des années et autres là-dessus. Et puis les questions d'usure professionnelle. Donc voilà ce qu'il en est. Et donc les trois facteurs sur lesquels on aura les uns et les autres les unes et les autres à se pencher, c'est d'abord la croissance de l'emploi des femmes. Rappelez-vous, quand on se voyait il y a des années, il y avait vraiment une forme de déficit, si vous voulez, d'emploi de femmes là-dessus. Là, maintenant, on est quasiment à égalité. Donc ça, c'est ça, et ça, c'est mondial. On commence à segmenter maintenant à la fois l'emploi des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins, je vous parlais de la logistique, la manutention, on en a d'autres de ce type-là, mais aussi des secteurs féminins qui le plus souvent sont occultés. Je parle de toutes les aides à domicile, les aides soignantes ou autres, qui là aussi sont des métiers essentiellement féminins et qui étaient un peu sous-regardés. L'autre question centrale, alors c'est écrit en plus gros, c'est le manque d'indicateurs. Ça, c'est criant, donc on a besoin de vous aussi pour que vous poussiez dans vos structures la nécessité d'avoir des approches genrées, encore une fois. Et puis les besoins spécifiques des femmes au travail, je dirais à la fois dans ce qui est le travail, par exemple les équipements, ce que vous citez tout à l'heure, mais aussi les spécificités et les problématiques particulières de santé des femmes que sont habituellement la grossesse. Alors oui, par exemple, l'exemple qu'on donne toujours, c'est que, alors peut-être pas chez toi, Sabrine, mais ailleurs dans les hôpitaux, par exemple, vous n'avez pas de blouse de travail pour femmes enceintes. Et donc, bon, c'est des symptômes, mais c'est des signes très importants, celui en gros de ce qui se passe. Et puis les problématiques typiquement féminines d'endométriose, de ménopause. Et puis alors on avait hier une grande actrice de demanderesse, si on peut dire, des questions menstruelles. Et donc là aussi, est-ce que ça doit être dedans? Et alors tout ça, je cite quasiment Florence là, parce que toutes ces questions-là, vous les retrouvez et vous aurez les références, on vous donnera les références dans 2 rapports parlementaires récents, grâce à Florence. Encore une fois, heureusement qu'elle est entourée de rouge parce qu'elle va pas rougir, mais en gros c'est quand même elle. Un rapport de l'Assemblée nationale sur la santé mentale des femmes et un rapport du Sénat,
précisément sur la santé des femmes au travail. Tout ça, c'est récent et ils ont beaucoup, je veux dire, auditionné toi spécifiquement de ce côté-là. Et donc là aussi, pardon pour enfoncer le clou, donc merci messieurs de ne pas partir quand vous entendez des choses pareilles, c'est qu'on est quand même dans un monde qui est fondamentalement construit, design pour les hommes. Et alors, je vous ai mis un truc qui est, un jour, si vous avez le temps, il faut que vous le regardiez, même si l'ouvrage a 4 ans, qui s'appelle Invisible Women, et qui est justement sur tout ça, sur le fait que les postes de travail sont basés sur les références, encore une fois, ce que je vous disais, un homme moyen. Les équipements, traditionnellement, c'est ça. Alors, sans être méchant pour nos politiques publiques de prévention, qui heureusement sont en train de bouger, idem, c'est centré plutôt sur une moyenne de travailleurs masculins et de risques liés aux métiers masculins. Peut-être ça vient du fait qu'on est encore sur l'idée d'une culture industrielle qui était essentiellement masculine, mais c'est là. Et que les pathologies non professionnelles qui ont une incidence, j'allais dire, sur la vie au travail, bah ça aussi, c'est pas non plus très pris en compte. Voilà. Donc voilà un peu l'ensemble. Et puis je voulais vous dire, et ça je vous les passe vite, vous les retrouverez, je vous les enverrai, on vous les enverra. Ça sera accessible sur notre site, hein, comme sur tout ça. Éventuellement d'ailleurs peut-être la revue de presse entière qu'on avait faite entre nous avant. Qu'est-ce qui se passe à l'international? Alors là, vous voyez par exemple, c'est une position de l'Organisation internationale du travail qui est récente. Tout ça, ça date de cette année, du printemps ou de l'automne, et qui nous dit importance des data. Alors pardon de vous refaire là-dessus, c'est que en gros, internationalement, on n'avait pas de données. Les choses ont changé un tout petit peu, j'allais dire il y a 10 ans, mais encore une fois, le temps que ça se mette en place là, pour avoir systématiquement une approche genrée. Donc l'Organisation internationale du travail, une grosse action de ce côté-là, pour nous dire, comme toujours, alors là, il ne parle pas de data, mais de statistiques, et ça revient en gros à peu près au même. Pour faire progresser les choses, on a besoin de l'intelligence des données. On a besoin d'informations de ce côté-là. Donc, tout un truc là-dessus que vous retrouverez de ce côté-là. Et puis là aussi, à l'international, voilà, ça y est, ça commence à venir. Et donc, par exemple, là, aux États-Unis, vous avez un rapport qui nous dit où en sont les femmes globalement de ce côté-là. On commence à avoir des données structurées qui sont des vraies données et qui ne sont pas que des sondages. Parce qu'en France, on compense l'absence de data par des sondages qui sont quelquefois est-ce que vous préférez être riche et bien portant ou pauvre et malade, enfin un peu méchant, mais c'est parfois un peu de ce type, et voilà. Et donc vous voyez, même le McKinsey que vous connaissez nous dit toujours pareil sur le rapport entre femmes et travail, femmes et santé travail, que en gros il y a plus d'1 milliard à gratter si on s'occupait un tout petit peu mieux là. Ça aussi je vous passerai si vous voulez, c'est intéressant parce que ça donne encore une fois mondialement l'ensemble de ce côté. Alors tous les autres s'y collent. Donc là je vous ai cité un petit canard si on peut dire du Lancashire et qui nous dit voilà les inégalités qui ressortent de ce côté-là. Gallup, comme vous savez, enfin Gallup est un très ancien et très bon d'ailleurs organisme plutôt de marketing d'ailleurs, qui était d'analyse plutôt du consommateur et qui s'est mis sur le workplace et sur les femmes il n'y a pas très longtemps, donc c'est aussi un signe. Et puis Fortune qui est quand même un peu snob, je dirais, qui s'y met aussi, donc c'est intéressant de voir tout ça. Et là, alors là, je vous le dirai parce qu'il est assez marrant. C'est pour le coup, c'est une enquête qui est complètement nord-américaine et qui montre, j'allais dire, les inégalités des femmes, et notamment encore une fois dans les incidences de santé. Et donc en mettant par exemple que je vous le cite là parce qu'on aura un prochain truc en novembre là-dessus, que tout ce qui est discrimination et harcèlement sexuel, sexiste, ça vise essentiellement les femmes, et voilà ce qu'on pense là-dessus. Donc tout ça, vous aurez tout ça, et voilà. Et donc voilà, la parole est à vous maintenant. Alors Florence, je te laisse prendre la parole. Donc elle est experte, et on peut dire plus qu'experte internationale des questions de genre, d'égalité et de santé et conditions de travail. Et en tout cas, on est très groupis, on a une très grande admiration pour tout ce que tu portes et qui fleurit enfin maintenant, mais je dois dire chapeau, parce qu'il faut une ténacité des années. Florence, c'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, merci beaucoup Anne-Marie. Tu as excellemment résumé les enjeux. Notre compagnonnage fait que tu maîtrises maintenant la problématique aussi bien que moi. Effectivement, ça fait depuis une quinzaine d'années que l'ANACT défriche ce sujet de la santé au travail. Aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse au plus haut point le ministère du Travail. C'est en train de devenir ce qu'on appelle un objet de politique publique. Et d'ailleurs, moi-même, je suis pilote de l'action santé des femmes, des 2 actions santé des femmes du plan santé au travail numéro 4, qui réunit l'ensemble des acteurs sur le sujet, à savoir la Caisse nationale d'assurance maladie, l'INRS, l'ANSES, Présence, la MSA, etc., etc. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, je vais essayer de brosser un panorama en 15 minutes sur 3 sujets qui composent ce sujet de la santé des femmes au travail. Ce que j'appelle les sujets de santé-travail, c'est-à-dire les sujets de risques professionnels, d'invisibilisation des risques professionnels ou d'inadaptation des systèmes de travail aux différences biologiques, morphologiques entre les femmes et les hommes. Ça, c'est un premier sujet. Pour nous, c'est le plus important. Et puis, le plus important, pourquoi? Parce que c'est, d'après nos analyses et nos terrains d'intervention, la cause première de différences d'absentéisme entre les femmes et les hommes. Effectivement, les femmes sont plus absentes que les hommes, 30 à 40% de plus. Il y a 4 à 5 jours d'écart, tout confondu. Hors maternité, paternité, bien sûr, mais tout confondu, courte durée, longue durée, ALD, etc. Accident, arrêt pour accident. Et à peu près 60% de cet écart de 4 à 5 jours, on l'explique effectivement par les conditions de travail dans lesquelles sont les femmes insuffisamment prévenues, prises en compte, adaptées, etc. On explique par ailleurs 20% de cet écart par le deuxième sujet, dont ma collègue va parler plus particulièrement, d'Agemetra, sur ces spécificités, deuxième sujet, sur ces spécificités féminines au travail, notamment des pathologies comme l'endométriose ou une situation particulière qui est la ménopause ou encore le cancer du sein qui arrive 8 ans avant le cancer de la prostate, donc le plus souvent quand la moitié des femmes sont en vie active. Donc là, on est sur des problématiques de maintien, pas seulement de donner des jours de congé, mais d'adaptation du travail, des horaires, de l'activité. J'inclus là aussi les sujets de surexposition des femmes aux violences sexistes et sexuelles, que ce soit à la maison, violences conjugales, intrafamiliales, ou que ce soit au travail. Et puis la troisième cause de différence d'absentéisme entre les femmes et les hommes sont ces jours d'arrêt maladie avant maternité. C'est les arrêts, non pas parce que la femme est malade, parfois elle est malade, elle a une pathologie spécifique en étant enceinte, mais le plus souvent parce que les conditions de travail ne sont pas suffisamment adaptées ou qu'il n'a pas été effectué de changement temporaire d'affectation. L'adresse a bien documenté cela sur l'ensemble de la population active qui va de 18 à, admettons, 65 ans. Sur les femmes, on évalue ce différentiel à 20%, donc un jour 25 d'écart qui est expliqué. Alors, ce premier sujet de santé au travail des femmes, effectivement, il y a une quinzaine d'années, on a cherché à le documenter avec des données, très rares à l'époque, mais on est allé travailler avec la Caisse nationale d'assurance maladie et depuis 2012, et la dernière édition date de 2022, on a pu observer que même s'il y a diminution des accidents de travail sur 20 ans, en fait, il y a réaugmentation depuis 2013, mais globalement, sur 20 ans, il y a baisse de 11%, mais on observe une augmentation en valeur absolue de 42% du nombre d'accidents de travail pour les femmes, alors que moins 27% pour les hommes. Si on regarde le secteur de la santé, services, propreté, intérim, on est là à moins 13% d'accidents pour les hommes et plus 110% pour les femmes. Alors que sur ce secteur, il y a une augmentation de l'effectif salarié. Je parle de la base du secteur privé, 19,6 millions de salariés de la Caisse nationale d'assurance maladie que sur ce secteur privé. Mais on observe les mêmes tendances dans le secteur public.
on a une augmentation de l'effectif de 22%. Et quand la DARES, par exemple, nous aide à calculer des taux de fréquence, ce qui est important parce que les femmes sont plus à temps partiel et les hommes ont plus d'heures supplémentaires, on constate, pareil, un rapprochement des taux de fréquence avec une progression pour les femmes, une diminution pour les hommes. Et aujourd'hui, depuis d'ailleurs longtemps, en fait, les ouvrières sont ont un taux de fréquence plus élevé d'accidents que les ouvriers, y compris pour toutes les professions intermédiaires, donc aussi infirmières, aides-soignantes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est pour les indicateurs d'accidents de travail. Pour les maladies professionnelles, la dernière publication de France Stratégie est intéressante en 2023 parce qu'elle nous montre que la première maladie à caractère professionnel pour les femmes est désormais la souffrance psychique, même avant les TMS. Ceci dit, sur les troubles musculo-squelettiques, les chiffres qu'on a aujourd'hui, on sait qu'ils sont sous-évalués, sous-reconnus, sous-déclarés, à la fois parce que le tableau de reconnaissance a évolué, à la fois parce que les femmes ne le font pas passer en maladie professionnelle, ni forcément les médecins. Et cette souffrance psychique, donc, ça a été l'objet de la conférence d'hier que vous pourrez revoir en replay. Par ailleurs, si on regarde une autre donnée comme les cancers professionnels, 96% des reconnaissances concernent les hommes. Or, on sait aujourd'hui que le travail de nuit est un facteur de risque important pour les personnes qui travaillent de nuit. Ça peut être le personnel aérien, est un facteur important de cancer du sein, de surexposition au cancer du sein, prévalence supplémentaire. Pour, par exemple, les hôtesses de l'air, pour le personnel aérien, mais aussi pour tout le personnel qui est obligé de travailler de nuit féminin. C'est également les produits chimiques dans le chariot de l'agent d'entretien dont vous parlerez peut-être, ou encore l'amiante qui génère le cancer des ovaires. Voilà, alors tout ça génère des inaptitudes, cet absentéisme supplémentaire, etc., etc. Alors en fait, pour nous, les deux grands facteurs de cause sont d'une part l'invisibilisation des risques dans les métiers à prédominance féminine, et on en a parlé hier, notamment ces risques psychosociaux. La dernière publication de la DARES montre que les femmes dans les métiers féminisés de service sont exposées à 7 facteurs de risque, dont la pénibilité physique d'ailleurs également sur 8, alors que les hommes ouvriers dans les métiers masculinisés sont exposés à 4 facteurs de risque. Donc il y a réellement dans tous les métiers où sont rentrées les femmes effectivement ces 20 dernières années, une invisibilisation des risques professionnels. Il y a aussi le secteur de la banque assurance, il y a aussi dans les call centers par exemple, il y a dans le secteur de la grande distribution. On avait travaillé sur les fausses couches des femmes dans la grande distribution. Voilà, dans le secteur du commerce où elles sont obligées de rester debout, etc., etc. Donc, une invisibilisation des risques, donc un déficit de prévention, et se surajoutent des phénomènes d'usure professionnelle parce que les femmes font moins carrière que les hommes, mettons carrière entre guillemets, font moins parcours que les hommes, et donc en général, elles rentrent comme enseignantes, comme aide-soignante, comme infirmière, comme agent d'entretien, comme aide de finition dans une imprimerie, et elle reste durablement dans ces postes. Dans une imprimerie, on avait pu compter que les femmes portaient jusqu'à 11 tonnes par jour, mais elles restaient dans ces postes toute leur carrière. Elles terminaient en inaptitude, alors que les hommes recrutés au même poste évoluaient dans l'entreprise ou ailleurs. Et puis un deuxième facteur de cause, c'est dans les métiers à secteur prédominance masculine, le BTP, le transport, la logistique, on a vraiment pu documenter, et notamment en travaillant à la Poste Courrier pour comprendre pourquoi les factrices sont plus absentes que les facteurs, que les systèmes de travail étaient encore inadaptés aux différences morphologiques de taille. Par exemple, 1,63 m pour les femmes, 1,75 m pour les hommes, c'est des normes population françaises qu'on retrouve dans tous les secteurs. Que le matériel, les étagères de tri, les vélos, etc. À l'époque, c'était le démarrage du vélo électrique, n'étaient pas suffisamment adaptés. Ne parlons pas des cadences, des ports de charge qui étaient conçus pour des hommes jeunes en bonne santé. Voilà. Alors ça, c'est sur le sujet donc l'invisibilisation des risques. Et pour ça, nous, on porte le fait, et Anne-Marie en a parlé, que les entreprises
d'une part, produisent des données sexuées, parce qu'on ne peut pas progresser si on n'a pas de données, et d'autre part, réalisent, comme le demande le Code de travail depuis 2014, ce document unique d'évaluation des risques, en prenant en compte l'impact différentiel exposition au sexe. Alors, nous-mêmes, l'ANACT, on a accompagné quelques entreprises et on va produire d'ici le début d'année prochaine un guide méthodologique pour intégrer effectivement ce sujet-là pour actualiser vos documents uniques. Un petit mot encore pour dire rapidement sur le second sujet de santé publique au travail, donc qui concerne ces sujets d'endométriose, ménopause, postpartum, fausse couche, IVG, PMA, beaucoup de personnes aussi accompagnées en PMA, donc ça concerne aussi des hommes. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises ont tendance à rajouter des jours de congé. Les grandes peuvent le faire, payer les jours de carence. Les collectivités peuvent le faire en mobilisant les ASA. Mais le plus souvent, il s'agit d'adaptation du poste de travail, adaptation de l'activité. Oui, on peut ne pas être aussi performant, donc il faut peut-être aussi revoir les objectifs de travail, bien sûr en concertation avec les équipes. Et pour ça, on a fait un petit guide sur travailler avec une endométriose à destination surtout des managers, mais qui est valable pour toute maladie chronique évolutive. On a fait aussi un guide concilié travail et grossesse. Et puis, le troisième, dernier sujet, 1 minute, c'est le sujet de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Nous, à l'ANACT, on pense que c'est pas uniquement un sujet d'individus, il y a un sujet juridique, des femmes qui provoquent les hommes ou des hommes qui pensent qu'à ça, et finalement, c'est des cas individuels. Nous, on a constaté dans nos terrains, et les données le montrent, que certains secteurs sont surexposés aux violences sexistes et sexuelles de par certaines conditions de travail. Le fait d'avoir beaucoup de personnel en situation précaire, de stage, d'alternance, etc. Le fait d'être à prédominance masculine ou féminine dans la mode, la petite enfance. Le fait de travailler la nuit, le soir, avec des tenues professionnelles sexuées, de travailler sous pression, etc. Et puis nous, on recommande sur ce sujet à la fois la prévention primaire, intégrer ce risque dans le document unique, travailler, mettre en place des mesures organisationnelles pour limiter ce risque, prévention secondaire. C'est ce que font beaucoup les entreprises ou commencent à le faire, sensibilisation, et puis prévention tertiaire, une procédure pour recueillir les plaintes et les traiter. Voilà, je dirais peut-être plus après. Merci Florence et merci de ce portrait, pas encore assez complet, mais ce qui est déjà bien avancé là-dessus. Et effectivement, la première phase, alors je dirais que la première phase pour nous tous et nous toutes, c'est effectivement de documenter, c'est-à-dire d'avoir des données vraies et avoir aussi des investigations profondes, documentées et évoluées. Alors maintenant, la question ça va être qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire avec alors, je vous avais annoncé une blonde qui était Magali, mais alors on va avoir une brune. Et donc, merci impromptu à Sabrine Berada, dont vous n'aurez pas la photo, mais vous l'aurez en vif. Tiens là-bas au bout avec voilà, vous l'aurez en vif là maintenant. Et donc c'est sur la question, j'allais dire plus spécifique et du secteur plus spécifique hospitalier, des métiers de soins, finalement essentiellement féminisée. La question de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors Sabrine Berada, elle est psychologue du travail et elle a fondé avec une ténacité les dents dans la table. Il y a maintenant, ça fait presque 2 ans, 18 mois, c'est ça ? C'est ça. 18 mois, le centre de prévention travail qui est à côté distinct du service classique de médecine du travail de l'hôpital Foch. Et voilà, si vous pouvez peut-être si tu peux nous dire là-dessus, comment vous avez pris et tu vois la question des femmes et qu'est-ce que vous faites finalement à Foch. Merci Anne-Marie. Alors je viens un peu au vol comme ça, mais j'ai cherché quelques chiffres un petit peu. Donc moi je suis psychologue du travail des organisations dans un service de santé au travail de l'hôpital Foch qui se trouve en Île-de-France. On a monté un concept, je vais vous le dire un peu plus tard, mais avant, et ce qui est important, c'est la data, les chiffres. Aujourd'hui, 75 000 femmes meurent d'une maladie cardiovasculaire. C'est la première cause de décès chez les femmes, avant le cancer. Et on n'en parle pas beaucoup. Il y a le professeur Claire Mounier
qui est la cofondatrice du bus pour agir pour le cœur des femmes, qui a dit dans une interview que le 3/4 des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées avec une bonne hygiène de vie et de la prévention. Ce qui est énorme, sachant que c'est la première cause de maladie chez les femmes. Donc voilà, ça c'était important pour nous, parce que en milieu hospitalier, 80% de notre population sont des femmes. On se dit qu'il y a quelque chose à faire. Dans l'établissement, on a 2300 salariés. Donc 80% de 2300, ça fait beaucoup. Je pense que vous connaissez un peu les contraintes du milieu hospitalier, contraintes horaires, organisationnelles. Et puis, bon, il y a la pression psychique, la pression temporelle, on l'a dit tout à l'heure sur les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, port de charge. Beaucoup de femmes qui travaillent à l'hôpital sont aides-soignantes, infirmières, sages-femmes. Donc, il y a port de charge. Porter un patient, c'est lourd. On a peu de patients qui pèsent 40 kilos. Ou alors des bébés en néonate, ils pèsent pas très lourd. Donc, on se dit, il y a quelque chose à faire. Et en santé au travail, on recevait plusieurs salariés en grande difficulté, en grande souffrance. Et un travailleur n'est pas un simple travailleur, c'est un individu. Donc, quand il quitte l'hôpital, il y a à la maison. Et on sait, hein, généralement, les femmes, en tout cas à un certain âge, deviennent des mères, pour la plupart. Et il y a une charge mentale à la maison. S'occuper des enfants, du ménage, des courses. Donc, la charge mentale ne s'arrête pas aux portes du milieu hospitalier, en tout cas pour chez nous, en tout cas du milieu de travail, ça va à la maison. Et justement, et là-dessus, qu'est-ce que vous faites globalement par rapport à ça? Parce que toi, aussi bien par les ateliers ou par autre chose, comment vous prenez en charge toutes ces questions? Donc, on s'est dit, post-Covid, il faut faire quelque chose. Les gens vont mal. Et donc, du coup, nous, les femmes vont mal. Donc, on a créé un sorte de mini-hôpital dans l'hôpital. C'est un centre où on va prendre en charge le salarié, l'individu, de manière globale. On ne s'arrête pas au risque professionnel. Parce que le risque cardiovasculaire, on va l'avoir sur certaines spécificités du métier, et pourtant, c'est la première cause de maladie professionnelle, la première cause, de décès chez les femmes. Donc, on va faire un dépistage cardio. On va faire du dépistage de la santé de la femme, donc un dépistage avec une gynécologue. C'est tout bête, hein, c'est pas dans les risques professionnels. Par contre, on trouve plein de choses. Quand on demande le dernier frottis, je sais pas. Dernière visite chez une sage-femme ou la gynécologue, ça date. Ça date de mon dernier enfant, en fait. Et là, on se dit, mais non, on perd ce côté préventif, on l'a pas. Et donc, du coup, derrière, c'est des arrêts maladie parce que les gens vont chez le médecin quand il est trop tard, quand on a mal. Et quand on est sur le versant féminin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la charge mentale, on va chez le médecin pour ses enfants, pour les autres, mais pas pour soi. Et on s'oublie. Donc, à l'hôpital Foch, on a créé du coup ce mini-hôpital, ce centre de santé, pour les salariés. Donc, de la tête aux pieds, sur le côté bilan ophtalmo, des semelles podologiques. Et je vais pas détailler, parce que sinon ce serait trop long. On a aussi des ateliers sur le vécu au travail, le sommeil, la nutrition, qui est une grosse problématique, notamment dans le secteur hospitalier. On travaille en 12 heures, on a de l'alternance, travail de nuit. En moyenne, on grossit de 8 kilos sans pouvoir les perdre. Donc voilà, on a mis plusieurs choses en place pour cette prise en charge globale de l'individu. Parce qu'un travailleur, c'est avant tout une entité, un individu. Alors, merci en plus d'avoir répondu impromptu. Mais ce qui est très, si un jour vous passez du côté de Suresnes plus particulièrement, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu la chance de visiter à plusieurs étapes et notamment au moment de la préparation. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est quand tu me disais santé globale, c'est que c'est vraiment les enjeux de santé globale, féminin essentiellement, mais pas que. Et par exemple, tu parlais de podologie, je veux dire, pardon, mais parce que effectivement les filles, puisque c'est essentiellement ça, elles passent leur temps et leur journée à cavalcader, je sais pas combien de kilomètres elles font globalement par jour, mais le soin plus particulier des pieds, et de toutes les postures autour de ça, c'est essentiel. L'œil aussi, vous avez par exemple, parce qu'on est entouré, elles sont entourées, on est entouré d'écrans et autres, il y a des questions d'ophtalmologie très particulières
Et donc c'est vraiment intéressant parce que c'est tout ça. Et puis question que je voulais te passer avant de passer la parole à Carolina, c'est que vous avez des ateliers collaboratifs de réflexion sur le management et notamment prenant en compte ça. Voilà, quelle conclusion, quel type de spécificité tu pourrais présenter là avant de te sauver. Pardon, je vous dis les tout parce que Carole, Sabrine doit se sauver d'ici peu, donc tu as encore 2 minutes. Ouais, je suis désolée. C'est une co-construction. C'est important que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice pour construire le management de demain et son métier de demain. Donc c'est important, comme je l'ai dit, de prendre l'individu. Je vais juste revenir très rapidement sur le centre. Ce qui est important, c'est que c'est une prise en charge anonyme, parce que si son collègue c'est le gynécologue, en gros vous n'avez pas lui ouvrir les jambes, vulgairement. Donc tous les professionnels sont issus de l'extérieur. Et ce qui est important, c'est le zéro reste à charge et aucune avance de frais. Parce qu'aujourd'hui, voir par exemple un dermatologue secteur 2, c'est 80 €. Beaucoup de femmes ne peuvent pas se l'offrir. Et l'autre atout, c'est que c'est possible de venir sur son temps de travail. En santé, avoir une planification sur plusieurs mois, c'est pas possible. Par contre, quand on veut voir un dermatologue, on a un rendez-vous dans 3-4 mois. Et on peut pas se permettre de louper une journée de travail, donc de perdre sa journée de travail financièrement pour aller chez le médecin. Et ça, c'est important de prendre en compte cet aspect temps de travail, de venir sur le temps de travail que c'est pris en compte. Merci. Merci à vous. Je crois qu'on te libère parce qu'il faut que tu files pour pas rater ton train, pardon. Et donc, on espère que aussi il n'est rien arrivé à notre Magali. J'ai pas de nouvelles, ça m'inquiète un peu. Voilà. Alors, voilà, on a regardé l'univers de soins, on va regarder, j'allais dire tout, si on peut dire tout le reste, pardon Carolina, mais Dr Beretta, c'est à vous que va revenir le soin de regarder la largitude dirait l'autre, du spectre des activités professionnelles présentes dans votre secteur lyonnais, dont on sait que le risque chimique notamment est très très présent et Carolina, mis à part d'être médecin du travail spécifique d'Agemetra, elle est aussi coactrice du fameux PRST 4 de la région. Alors la région ARA, comme vous savez, c'est chez vous. Il s'agit pas d'un nouveau perroquet, mais pardon, c'est facile, mais de la région Auvergne-Rhône-Alpes là maintenant. Carolina, c'est à toi. Humble vision terrain. Quoi a commune un technicien de maintenance industrielle dans le secteur de l'alimentation, une assistante dans un cabinet comptable et une développeuse de contenu numérique qui se déplace souvent en entreprise? C'est quoi? Eh bien, c'est ce qui a commune le 10% des femmes en âge de procréer. C'est un tableau médical, disons comme ça, qui est quand même connu depuis 1860. Je vous parle d'abord de qu'est-ce qu'on voit en visite médicale ou en entretien chez nous. Donc, on voit des personnes des salariés, qui ont des douleurs à récurrence, soi-disant intermittente, mais qui arrivent à être invalidantes, la nuit comme le jour. Des personnes qui ont besoin d'aller aux toilettes plus souvent, parce que parfois ils ont des diarrhées, parfois elles ont des constipations, parfois ils ont besoin de faire pipi. Des personnes qui ont des problèmes d'infertilité, vous imaginez le stress qu'il y a derrière tout ça. Et des personnes qui se sentent coupables d'avoir besoin de prendre souvent des congés à cadence mensuelle, parce que ça va engendrer dans les collègues une surcharge de travail. Elles vont pas pouvoir évoluer dans leur carrière et elles vont se sentir la syndrome de l'imposteur un peu, pas légitime face à leurs collègues et à leur milieu de travail qui les engage beaucoup. Des personnes qui banalisent leur douleur, parfois parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, parfois parce que vous êtes des femmes, déjà vous devez accoucher, donc le reste des douleurs, c'est quoi? Et des personnes qui ont parfois des difficultés de concentration, des difficultés de gestion des performances et qui ont une prise en charge médicale très difficile. Mon médecin traitant est parti à la retraite. Mon gynécologue, il faut 1 année pour aller le voir. Mon gynécologue a changé. Il n'y a plus le service dans la structure à laquelle je me référais.
errance. Bon. Donc, moi, je parle de ma vision. Hein. Moi, je suis médecin du travail. Je vois ces femmes. Comment je m'en occupe? Il y a une année, je ne savais pas bien quoi faire. Maintenant, heureusement, je peux leur proposer déjà un questionnaire que s'ils veulent répondre, me dit quel est leur risque d'arriver à une pathologie que normalement intervient autour de 24 ans d'âge et que parfois peut, en moyenne, nécessiter de 7 ans pour faire un diagnostic certain et qui comporte des douleurs que 80% des fois, les femmes ne remontent pas et que 70% des fois sont invalidantes. C'est bien, effectivement, l'endométriose. Donc, je peux leur proposer un questionnaire de dépistage. À la suite, heureusement, je peux évaluer leur retentissement d'une façon objective à l'aide de plusieurs questionnaires validés sur la douleur, sur la fatigue, sur le stress, sur la dépression, sur le retentissement professionnel. Grâce à ça, je peux me rendre compte si je peux les adresser à une filière salarié-patient qui peut les prendre en charge dans l'espace de 3 mois au maximum pour que déjà les symptômes soient pris en compte. Et après, je n'ai qu'à faire mon travail. C'est quoi mon travail? Je suis médecin du travail, donc normalement, je m'occupe des expositions des salariés pour qu'elles n'arrivent pas à avoir des atteintes de santé et pour que les facteurs de vulnérabilité ou individuels de chaque salarié n'aillent pas, vice-versa, des impacts sur le travail, leur permet de vivre au mieux leur vie professionnelle. Et donc, qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs activités que je peux faire. L'une, c'est aménager le poste de travail. Il y a plusieurs possibilités. On peut revenir sur les premiers exemples que je vous ai cités. Il y a des femmes qui ont bénéficié parfois de ceintures souples lors de la conduite. Il y a des femmes qui ont bénéficié de postes assis debout. Il y a des femmes qui ont bénéficié de la possibilité plus souple d'avoir accès au télétravail ou à des horaires flexibles. Ça, c'est des exemples. Il y a aussi la possibilité de sensibiliser les femmes qui ont finalement un diagnostic à la déclaration des RQTH, qui va leur permettre parfois des formations, même sur des reconversions professionnelles si possible, ou le financement de certains matériels à utiliser. Il y a la possibilité de l'ALD 31 qui va leur permettre, quand elles ont besoin d'arrêt maladie, de ne pas avoir les délais de carence, par exemple. Et il y a la possibilité de sensibiliser finalement en entreprise le collectif que souvent arrive à avoir un regard discriminant. Hein. La femme qui s'absente, eh bien, je dois la substituer. Comment j'ai fait et pourquoi? Mais docteur, hier ma salariée elle allait bien, vraiment, elle se profite du système, elle n'a pas envie de venir travailler. Je pense que s'il y a des collègues dans ce consensus peuvent témoigner de ce type d'échange qu'on peut avoir. Eh bien, donc c'est ça que je peux vous porter aujourd'hui. Après, s'il y a d'autres sujets, je suis disponible. Mais merci Carolina et bravo, je veux dire, pour toutes ces questions tout à fait concrètes là-dessus. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose et puis j'aurai une question après. Vas-y. Si j'ai juste un petit peu de temps, je vous ai parlé de ces questionnaires et de la prise en charge finalement un peu harmonisée, uniformisée de ces questionnements. On peut, avec les résultats des questionnaires et le fait d'avoir cette structure et méthode d'accompagnement, avoir des données que d'ici quelques temps, j'espère, seront exploitables pour vous en donner plus. Et de l'autre côté, des données qu'il faut qu'on recueille. Vous savez bien que l'endométriose a des causes qui sont pas bien connues, mais parmi les différentes causes, il y a les postures debout prolongées, le porte de charge manuelle lourd, répétitif, l'exposition à du risque chimique, par exemple les solvants, pour faire un exemple, le benzène. Et donc, il faut qu'on arrive finalement à faire un mappage de qu'est-ce qu'on trouve en co-exposition, y compris le travail de nuit, bien sûr,
pour que éventuellement on puisse en prendre encore plus en compte des facteurs de risque lors de nos entretiens, etc. Merci, pardon. Bravo et merci. Alors une question justement pour aussi pour faire la transition avec Anaïs là tout à l'heure, mais là on voit bien, si je peux mettre la richesse de la palette potentielle au moins d'intervention, en tout cas pour les gens qui ont cette démarche là. Moi j'ai une question pour toi, puis ça sera peut-être aussi après pour vous, c'est comment vous avez vu voir les choses évoluer depuis peu de temps, c'est-à-dire à la fois côté des, j'allais dire de la demande des salariés et de la réaction, dire des intermédiaires, c'est-à-dire à la fois le management intermédiaire, aussi les centres. Alors Sabrine n'est plus là, mais les centres plus particuliers de santé au travail. On pourrait peut-être poser la question dans la salle s'il y a des services autonomes de ce côté-là. Et puis globalement du côté des patrons. Voilà. Donc un peu si tu pouvais faire là-dessus une sentiment de l'évolution et peut-être aussi le sentiment des secteurs plus particuliers qui étaient ceux qu'évoquait tout à l'heure. Alors pardon, c'est un peu long, mais voilà, tu réponds comme tu veux. Alors, par rapport aux salariés, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand le dispositif commence à être connu, quelques voix arrivent. Donc, elles se parlent entre elles. Il y a eu des dépistages. Parfois, il y a certaines salariés qui s'adressent à nous, même en demande visite à la médecine du travail. Chose qu'avant on n'arrivait pas, et on arrive finalement à voir, ça c'est ma vision à moi quand je suis les salariés, des visites plus satisfaisantes, où on arrive quand même à prendre en compte dans la globalité la situation du travail et à faire notre métier correctement, ce qu'on devrait faire. Du point de vue des entreprises, c'est sûr, j'avoue, le milieu industriel, c'est plus difficilement mobilisable. Même celui, vous avez évoqué, agent d'entretien, c'est toujours des métiers en état un peu de précarité, intérimaire, horaires coupés, horaires atypiques, personnel non qualifié. C'est plus difficile d'arriver à battre un peu les murs. Tandis que effectivement aussi pour des difficultés inférieures peut-être à la mise en place de certains aménagements dans des milieux plus sédentaires, plus facilement on arrive à organiser des choses. Ça c'est pour l'instant mon ressenti. Merci Carolina. C'est un truc très important qu'on va revoir peut-être si vous voulez bien tout à l'heure en débat, mais juste pour vous dire, c'est pas pour vous faire peur, mais il y a une directive qui est sortie, finalement c'était 2022, applicable théoriquement au 1er janvier 2024, donc on l'a normalement dans les dents depuis un certain temps, comme dirait l'autre, et qui est la fameuse CSRD. Et c'est-à-dire que il y a deux choses qui sont là-dedans dans le pilier social, c'est tout ce qu'on appelle le pilier social de la RSE là-dedans, c'est que les structures, alors jusqu'à présent, j'allais dire gare à vous si vous êtes dans la cible et que vous l'avez pas fait, c'est-à-dire toutes les structures de plus de 250 salariés sont tenues d'avoir pour le coup des statistiques et donc des datas, non seulement sur leurs salariés directs, mais sur les salariés sous-traitants, co-traitants, intervenants. Alors, bon, ça peut prendre encore un certain temps, mais c'est une obligation qui est maintenant une obligation européenne, qui n'est pas que une incitation française. Donc ça, c'est un truc qu'on aura à revoir d'ailleurs ultérieurement, mais normalement, ça s'oriente dans les prescriptions. Alors, je vais prendre ma zapette et pardon parce que on va pas être dans l'ordre, mais ça ne fait rien. Ce que je disais, voilà, ça sera quand même pour vous, Anaïs, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la souffrance psychique au travail, c'est les femmes sont 2 fois plus concernées. Là, ça reprend. Donc pareil, on vous l'enverra si vous voulez. Il y a une excellente synthèse, et c'est rare, s'appuyant encore une fois sur les travaux de Florence, de te faire gonfler les chevilles, mais c'est quand même ça, de Santé publique France, qui reprend les choses là-dessus. Parce qu'encore une fois, si vous allez traficoter du côté d'Amélie, vous aurez pas forcément des statistiques nombreuses sur les femmes, puisque tu disais, alors elle le dit pas en public parce qu'elle est gentille, mais moi je vais le dire, c'est que les seules statistiques qu'on trouvait sur les accidents du travail dans Amélie, c'était les accidents de trottinette.
Donc, si vous avez des trottinettes, mesdames, faites attention. Mais voilà. Donc, Magali, voilà, elle va peut-être arriver tout à l'heure. J'espère qu'elle n'a pas eu trop de soucis. Et donc, je voulais reprendre l'un des trucs que tu disais, Florence, tout à l'heure, et qui est publié. Donc maintenant, tu as en plus l'estampille de Santé publique France, qui dit pas forcément qu'elle l'a pris chez toi, mais enfin, ça fait rien. Que 3 femmes sur 5 et un homme sur 2, mais 3 femmes sur 5, c'est plus qu'un homme sur 2, comme dirait l'autre, a une prévalence de TMS du dos et de TMS des membres, hein, et donc tout ce qui est équipement qui peuvent aider à ça. Et donc là, vous avez vu, pour tout le monde est en bleu, hein. Il y a le bleu foncé, le bleu clair. On ne sait pas quelle est la tonalité qu'il faut mettre là. Non, mais voilà. Et donc Anaïs, pardon, je vous ai mis innovatrice, hein, et spécialiste de l'intégration, j'allais dire, du facteur humain et du facteur féminin, notamment en cobotique et en cobotique portable. Alors on a eu il y a déjà quelques années des débats, pas que des débats, hein, des constats assez notables avec les exosquelettes et les bretelles notamment qui se collaient sur les seins bien, et donc voilà. Et donc voilà, c'est à vous à la fois en tant que JAPA médical et puis j'allais dire en tant qu'Anaïs surtout sur les développements d'innovation. Et puis après on aura le débat tous ensemble si vous voulez bien. Anaïs. Bonjour à tous et à toutes. Je vais raconter une petite anecdote qui, en fait, reprend bien un peu tout ce qui s'est dit. Il y a pas très longtemps, on est allé faire un essai d'exosquelette pour des opérateurs dans une industrie agroalimentaire, piloté par l'infirmière santé au travail du site, qui est vraiment une infirmière santé au travail qui prend soin des salariés de l'entreprise et qui fait très très bien son travail, qui accompagne les collaborateurs et les collaboratrices à faire reconnaître leurs douleurs, leurs pathologies pour pouvoir avoir les dispositifs ou d'assistance qui leur sont dus. Et puis cette dame, elle est passée hier nous voir et nous dire bonjour. Et en fait, en discutant avec elle hier, j'apprends qu'elle a une pathologie assez importante au niveau du dos, qui fait que régulièrement elle est bloquée, et que très très régulièrement elle a mal. Et puis en discutant avec elle, je dis mais qu'est-ce que vous faites pour vous? Et sa réponse a été moi je porte pas lourd, c'est pas moi la priorité. Moi je suis là pour m'occuper des collaborateurs et des collègues. Et du coup ma question c'était mais si vous demain vous êtes plus là, qui va faire ce travail? Et elle m'a regardée, elle m'a pas répondu. Et là, il y a les collègues, ses collègues qui l'accompagnaient, qui lui ont dit eh bien, en fait, elle a raison, Anaïs. Si demain t'es pas là, qui va pouvoir en fait aider les collaborateurs aussi bien que ce que tu peux le faire? Et en fait, ce qu'on remarque chez les femmes généralement, c'est que elles sont beaucoup dans le prendre soin de l'autre, mais elles ont du mal à prendre soin d'elles-mêmes. Et en fait, il faut aller chercher, aller proposer l'assistance et leur faire prendre conscience que leur santé est aussi importante que la santé des femmes et des hommes qu'elles peuvent accompagner au quotidien. Et on le voit nous aussi beaucoup dans les workshops qu'on peut faire dans le cadre des développements d'innovation qui sont effectués. On a beaucoup d'hommes qui se portent volontaires pour expliquer quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins. Et on a finalement très peu de femmes qui se portent volontaires. Et pourtant, quand on les sollicite, ce sont des mines d'informations qui sont précieuses, puisque une fois qu'on arrive à les impliquer dans une démarche pour qu'elles puissent expliquer, verbaliser leurs problématiques et quelles seraient les solutions dont elles pourraient avoir besoin, c'est à ce moment-là qu'on arrive à trouver les solutions qui sont les plus pertinentes. Aucun aménagement technique, aucun exosquelette, aucune solution ne peut être développée pour des femmes si on n'implique pas les femmes dans les processus de conception. C'est primordial. Aujourd'hui, effectivement, quand les exosquelettes, parce que c'est là où je connais un petit peu plus, ont été développés, les exosquelettes étaient souvent développés par des hommes pour des hommes. Donc ça fonctionne très bien, généralement sur ces métiers, si tant est que c'est bien intégré et qu'on respecte les étapes. Mais en fait, on se rend compte effectivement que maintenant, il y a des métiers qui sont des métiers à tendance féminine qui sont importants, les métiers du soin, les métiers effectivement de l'entretien, qui sont des métiers majoritairement féminins,
et où aujourd'hui, on avait très peu de solutions à apporter parce que les exosquelettes, les solutions n'étaient pas forcément adaptées aux morphologies ou aux spécificités féminines. Et il est primordial pour les concepteurs, pour les fabricants, quelle que soit la solution, d'impliquer des femmes dans les process de conception afin qu'ils soient adaptés à tout à chacun. Qu'on fasse 1m80, qu'on fasse 1m50, qu'on fasse 50 kilos, qu'on en fasse 120, il faut que les solutions puissent apporter une assistance, quel que soit le genre. Ça, juste interromps et je te laisse reprendre ton souffle là-dessus. Une des choses qui m'avait frappé dans un précédent UX Forum qu'on avait justement sur ces questions-là, et je trouve très courageux de la part à la fois de la boîte, alors c'était pas les Français, c'était des Suisses, des deux côtés qui avaient dit voilà une expérience qui n'a pas marché et qui était un hôpital. Pour le coup, un grand hôpital de, je sais plus si c'était Lausanne, c'est Genève, globalement plutôt. Il s'agissait non pas de personnel soignant direct, mais des filles qui s'occupaient de tout ce qui était la buanderie, le linge et autres. Et donc là, le type d'activité qu'elles avaient, quand vous regardez tous les gens qui rentrent dans un hosto, si je peux me permettre, vous avez depuis le nourrisson qui fait du XXS tout petit jusqu'au plus grand. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas automatisables et qui doivent être faites à la main. Et donc, ces filles avaient les bras en l'air globalement constamment, et donc avaient trouvé à l'époque, les choses ont changé après, mais avait trouvé à l'époque des exosquelettes qui aidaient à avoir les postures bras en l'air. Simplement, c'était exactement ce que dit Anaïs, c'est-à-dire que c'était des trucs qui étaient faits pour des bons hommes d'1m80, 75 kilos, et que la majorité, c'était des filles qui faisaient 1m50, 1m55, plutôt dodus. Et donc, non seulement il y avait la fonctionnalité, mais il y avait en plus l'apparence. Et comme elles étaient plutôt dodues, la ceinture ne marchait pas, il fallait mettre une rallonge, donc refus général pour l'image de soi. Et c'était pas seulement la fonctionnalité, pour l'image de soi à cause de ça. Donc important ce que tu disais de faire s'exprimer les choses. Et là je dirais chapeau parce que c'était important aussi d'exposer une cause ils ont arrangé après, hein, donc ils ont fait faire les trucs. Mais voilà, donc de prendre conscience des choses. Allez, pardon de t'avoir coupé. Et effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les métiers du soin, où le dernier workshop qu'a mené ma collègue Amélie avec des soignantes pour creuser un peu leurs besoins d'assistance physique. Ce qui est le plus ressorti de ce workshop, c'était « Je ne porterai pas une solution si celle-ci n'apporte pas aussi quelque chose aux patients auxquels je dois prendre soin ». Donc on voit toujours que les femmes ont tendance à mettre leur propre santé en deçà de la santé des autres, et c'est effectivement quelque chose, je pense, qui peut changer par des actions qui sont menées où on va les questionner, aller chercher leurs besoins à elles. Qu'est-ce que vous auriez besoin de leur proposer, comme le disait Sabrine, des solutions pour prendre soin d'elles sans avoir besoin de prendre du temps sur le temps qu'elles passent avec les autres. Donc c'est vraiment un jeu de restructurer la prise de conscience de soi par rapport aux autres, qui est souvent très négligée quand on parle de la santé des femmes. Merci de ce beau raccourci parce que c'est effectivement une des questions. Alors, je sais que vous avez encore toutes les trois plein de trucs à dire, mais on va quand même vous passer un peu la parole à vous. Attends que je pique un micro de rab qui soit pas le vôtre, tu m'enfiles un. Non, tu gardes le tien. Merci. Et puis, je vais circuler là. Voilà. À la fois, c'est à la fois des questions, mais aussi, si vous êtes là, c'est que vous avez des préoccupations que vous avez vécues à partir de là. Madame, voilà. Si vous pouvez, alors, c'est sur le bas du menton si je veux faire une photo de vous. Merci. Moi, j'ai une question par rapport à la ménopause. On en entend parler de plus en plus depuis 1 ou 2 ans. En tout cas, dans ma pratique d'infirmière en santé au travail, je me retrouve souvent à pas trop savoir quoi proposer, à part quand il y a un symptôme particulier. Mais autant il existe des guides, comme vous le disiez, pour l'endométriose, pour les femmes enceintes. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez également et sur lequel il va y avoir peut-être un peu plus de littérature, entre guillemets, pour pouvoir nous guider dans nos pratiques sans orienter d'office vers les prises en charge libérales? Oui, alors. Merci. Oui, merci de votre question. Florence, à toi, ouais. En fait, c'est depuis 3 mois à peu près, que j'ai observé
À part des questions de journalistes qu'on avait depuis 1 ou 2 ans sur ces questions de ménopause auxquelles on répondait pas, mais là, sur la question de la ménopause, tout d'un coup, les entreprises, voire même le ministère du Travail, considèrent que c'est un sujet sur lequel il est important, dans la perspective aussi de l'allongement de la vie professionnelle, c'est important de s'y intéresser. On a vu la métropole de Strasbourg qui a mis en place un congé gynécologique et dedans, ils incluent explicitement la ménopause. En faisant un travail de veille, nous, on a noté à l'ANAC 3 autres entreprises mais je les ai pas là en tête, mais dans mon ordinateur, si vous voulez avoir leur nom, qui ont mis en place des mesures. Alors, en fait, moi, très récemment, j'ai répondu à un interview dans le journal Libération sur le sujet. Cette interview est parue en septembre. Et ce que je dis par rapport à la ménopause, honnêtement, sur les leviers d'action dans les entreprises, c'est très, très proche de ce qu'on recommande pour l'endométriose, notamment en termes d'adaptation du travail. Alors, on va inclure des recommandations qui vont être plus sur, par exemple, la question de la température, aussi bien la température des pièces, pouvoir se rafraîchir, pouvoir boire. Ça fait très longtemps qu'en Allemagne, dans certaines entreprises, on a dans des ateliers d'ouvrières qui sont plutôt âgées, une possibilité de boire des fontaines, etc. Mais il y a aussi pour la femme qui a la ménopause, mais vous êtes médecin, vous êtes plus spécialiste que moi, des effets articulaires. Donc il y a aussi la question des postures, pouvoir s'asseoir si on est debout et qu'on est vendeuse, pouvoir surtout changer de position. Or, ce qu'on sait, c'est que les femmes sont plus que les hommes dans des positions où elles peuvent pas bouger. Il y a aussi la question de la variation de l'humeur, etc. Donc finalement, nous, ce qu'on recommande aujourd'hui sur l'ensemble de ces problématiques de santé gynécologique, c'est pas de dire on va faire des mesures pour la ménopause, un jour pour la ménopause, 2 jours pour l'andropause, un jour pour, je sais pas. Voilà, c'est qu'il faut globaliser ces problématiques. Je vois une grande entreprise de cosmétiques. Aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, alors toutes celles qui mettent en place des congés pour l'endométriose ou spécifiques ménopause, elles ont plutôt tendance. C'est plutôt d'ailleurs des collectivités locales à partir sur 13 jours parce que c'est les 12 jours ou 13 jours d'ASA, etc. Là, cette grande entreprise de cosmétiques, ils ont décidé de mettre 3 jours. Alors, c'est pas des jours de congé, c'est des autorisations spéciales d'absence, mais pour le secteur privé. D'ailleurs, pour les femmes comme pour les hommes, ça peut être aussi des raisons personnelles. Mais nous, ce qu'on porte, c'est qu'honnêtement, les jours d'absence, c'est pour les périodes de crise et en période de crise, même en endométriose, on peut même pas télétravailler. Donc, il faut surtout, c'est utile, mais c'est pas suffisant et c'est beaucoup plus cette adaptation du travail et de l'organisation du travail qui est importante, d'accepter aussi des baisses de performance. Il faut aussi gérer les problématiques de tension avec le collectif tout en préservant le secret médical. Enfin, tout ça, c'est quand même assez compliqué. Mais en France, on a quand même horreur d'appliquer ce qu'on appelle de l'inclusion ou de la discrimination positive, c'est-à-dire d'imaginer des organisations du travail plus souples pour s'adapter aux problématiques de chacun. C'est aussi les problèmes d'horaire, etc. Donc voilà. Donc moi, à la limite, dans cette interview, je reprends un certain nombre de dispositions et de recommandations qu'on a proposées pour l'endométriose, en fait. On vous enverra le lien. On vous enverra le lien là-dessus. Merci, merci à toi. On va reprendre. Je crois qu'il y a encore une question. Merci, Madame, d'avoir posé cette question très importante. Et je veux dire, les réponses, elles sont aussi dans des termes que vous avez utilisés, qui est visibilité de la question et des femmes tout court et de l'emploi des femmes. Et ensuite de ça, et puis accéder à une certaine légitimité, et elle est là. À vous, madame. Bonjour. En fait, mon intervention sera double. Dans un premier temps, j'aurais souhaité témoigner un petit peu de ce qui se passe à l'outre-mer, précisément en Martinique, mais je pense que c'est aussi malheureusement le même constat qu'en Guadeloupe, et aussi avoir peut-être des pistes pour décloisonner un petit peu la parole aux femmes. Donc, malheureusement, nous sommes une île, et heureusement en même temps. Il faut savoir que nous avons effectivement des problématiques diverses
Entre autres, nous avons effectivement les maladies liées aux femmes, la ménopause, c'est pas une maladie, mais la gestion de la ménopause. On a aussi le problème de l'endométriose. On a aussi le problème de la molécule de la chlordécone qui génère en même temps un ensemble de maladies qui sont plus ou moins connues. Et on vit à 8000 kilomètres un petit peu ce qu'on appelle un désert médical et qui a provoqué on va dire une rupture de confiance avec le domaine médical et au sein de nos collectivités, les problèmes sont déjà importants. Nous avons comment on appelle ça? Nous avons les maladies purement professionnelles, mais nous avons aussi les maladies liées à l'environnement et puis aussi le passif socio-économique et sociologique qui interviennent. Et aujourd'hui, on constate, parce que moi, je suis membre du F3SCT, et pour avoir échangé avec énormément de mes collègues, la femme, même si il y a énormément de dispositifs, mais elle s'oublie. Elle s'oublie, et à la limite même, je ne dirais même plus qu'elle s'oublie, mais là, elle veut pas déranger. Elle ne veut pas déranger. Donc aujourd'hui, elle va se dire, j'ai un travail, j'en suis déjà très contente, mais la partie d'accompagnement, on est entre deux zones, la partie personnelle et professionnelle, et je pense qu'il est aussi très difficile pour les RH de pouvoir proposer des solutions d'accompagnement pour des femmes qui demeurent en silence. Mais c'est ça. Je suis femme et déjà j'ai un travail. C'est ça la posture. Hein. Donc je dois démontrer que je n'ai pas de problèmes, que je suis toujours présente, que je fais 3 fois plus ce qu'ils font mes collègues, que je gère tout à la perfection. Et pour poursuivre, on constate malheureusement que l'entreprise ne peut gérer que ce qu'elle peut, c'est-à-dire la gestion de tout ce qui est maladie professionnelle. Et beaucoup d'entre nous, on est obligé de s'expatrier pour pouvoir régler nos problèmes personnels, c'est-à-dire partir de la Martinique pour aller se faire soigner en France. Mais malheureusement, une fois qu'on a trouvé les soins, parce qu'il faut déjà les trouver, on ne peut pas non plus se désengager de la vie professionnelle. Donc le retour vers la vie professionnelle, ça devient c'est un parcours de longue haleine. Et on n'a pas vraiment d'intervenants. On n'a pas au niveau de notre entreprise des personnes qui ont la casquette pour pouvoir donner ne serait-ce qu'un accompagnement de qualité. Mais vous voyez, c'est bien que vous soyez là et que vous en parliez, parce que la question c'est vraiment de faire mûrir et de faire surgir une forme de culture de ces questions. Carolina, alors là, il nous reste encore quelques minutes, voilà, encore quelques minutes, mais on les a encore ces quelques minutes, donc on les prend. Florence, j'aimerais bien aussi, je voudrais, et puis si vous avez d'autres questions, vas-y Carolina. Visiblement aussi un petit peu de mérite, toujours aux travaux du PRST4, il y a des travaux qui se font, notamment en lien avec le groupe qu'on a déjà cité, sur les données. Demain, je pense qu'il y a une intervention sur le diagnostic territorial de cette région qui finalement va commencer à utiliser des données sexuées. Donc, je pense que c'est important de le dire. La CLAMTS aussi finalement utilise des données sexuées. Je voudrais dire, il y a des pays où ça se passe un peu mieux. On a des données de l'Ontario. Bon, j'ai envie de partager avec vous ça. Désolée. Hein. Des données de l'Ontario qui démontrent, au-delà des cancers du sein, et ils ciblent sur le cancer des poumons, il y a 20% de risque en plus chez les femmes que les hommes d'avoir un cancer des poumons dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la production industrielle, plastique, hein, ce qu'on trouve bien aussi autour de Lyon, les travaux sur les métaux, métallurgie, montage des métaux, les transports et les travaux de la peinture. Donc, quand on veut chercher des données, parfois on peut être surpris, il faut trouver les moyens de rendre visible ce qui est invisible. Et bon, j'espère que surtout la ligne, que ça soit par le biais des documents uniques, par le biais de la fiche d'entreprise d'accompagnement qu'on va faire, dans nos rapports annuels de médecins qui, j'espère, à un moment donné, vont être utilisés pour en faire quelque chose.
par le biais des statistiques nationaux, régionaux, tout ce qu'on veut faire, d'arriver finalement à dire que l'individu, les individus et la médecine et la prévention doit être adaptée pour tous, et que le sexe, c'est un des facteurs et c'est indispensable, et il faut absolument qu'on change de paradigme et qu'on avance sur tout ça. C'est l'encre des paradigmes. Et juste petite. Merci Carolina. Alors, on est en train de s'acheminer vers le final. Alors peut-être que on va demander le mot de la fin ou pas de la presque fin, parce qu'on va continuer là-dessus. Merci en tout cas de toutes vos informations, Carolina. Florence. Oui, c'est ça. Je rebondis sur la dernière phrase de Carolina. Effectivement, au niveau des préventeurs, nous, ce qu'on porte, c'est que c'est important d'avoir une analyse différenciée, femmes-hommes, une évaluation différenciée des risques, mais on porte la prévention, l'organisation du travail pour toutes et tous. Et il s'agit d'adapter le travail pour les femmes et pour les hommes. Par exemple, abaisser le port de charge à 15 kilos pour tout le monde, au lieu de garder les normes 25 et 55. Et puis, j'invite effectivement, là, vous êtes sûrement de Rhône-Alpes, à vous adresser à l'ARACT et puis à l'ensemble des partenaires du PRST, dont la médecine de Rhône-Alpes. C'est vrai qu'en région, on voit de la production de données sexuées, donc ça doit être possible de revenir à 1-2, hommes-femmes, alors que même au national, on a plus de mal. Et l'ARACT, je voulais dire à madame qui a parlé de la chlordécone, c'est une problématique énorme en matière de santé publique. Et en Guadeloupe, l'ARACT est partenaire d'un projet de recherche sur les chlordécone et conditions de travail et impact sur la santé. Je me dis qu'il pourrait peut-être y avoir, par le biais de l'ARACT Martinique, un rapprochement avec les travaux faits en Guadeloupe, peut-être. Voilà. Merci. Et avec un autre souhait, je dois dire, c'est que, alors ça c'est très très français, je vous ai montré exprès tout ce qu'il y avait à l'international où systématiquement les questions de santé, femmes, travail étaient ensemble. Or là, on voit bien, on avait la même chose, j'allais dire hier pour ce qu'on regardait sur la santé mentale, c'est qu'il y a la santé mentale d'un côté, il y a le travail d'un autre. Classiquement en France, il y a le ministère du Travail d'un côté, il y a le ministère de la Santé de l'autre. Alors pour croiser les données ou les choses, je dirais bonjour. Donc ça, bon, ça évolue positivement, mais ça évolue aussi par vos questions, vos prestations. Alors je les connais pas là-bas, mais de temps en temps, dans les moi, je prendrais un autre exemple d'une autre région où j'étais complètement par terre, parce que par rapport aux Parisiens ou aux nationaux, ils sont vachement plus en avance, c'est l'Occitanie. Et donc, rappelle-toi, Florence, c'était l'an dernier quand on était en Occitanie. Là, on a, alors moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Hein. On voyait tout le monde bosser ensemble, mais bosser vraiment, parce que tout le monde le dit qu'ils travaillent ensemble, mais qu'ils travaillent vraiment, c'est autre chose. Et donc l'ARS, notamment, ARS, ARAC, l'EDRET, est vraiment d'un seul côté, et avec une avance, ça, pareil, on vous mettra les liens si vous voulez, mais avec une avance sur le traitement des données, la collecte et la consolidation des données, qui était étonnante, et qui est faite, par exemple, dans cette région-là, alors que ça n'existe pas en France. Donc, il y a des gens qui pulsent, et qui pulsent beaucoup, donc on attend de vous aussi que vous soyez de ce côté-là. Pardon, parce que maintenant, Anaïs, toi aussi, le mot de conclusion, d'ouverture de ce que tu veux. Je pense que les événements qu'on fait aujourd'hui sur la santé des femmes au travail et la santé globale, c'est ce qui va normaliser l'exceptionnel. Dans la prise en charge de la santé des femmes, on ne devrait pas avoir quelques entreprises qui accordent des journées supplémentaires pour des pathologies féminines. Le jour où ces solutions, ces propositions, elles seront faites aux femmes dans toutes les entreprises. C'est là où on aura gagné parce que en fait, ça deviendra plus quelque chose d'anormal. Ça deviendra juste le quotidien normal de la femme au travail et dans sa vie. Ouais, merci. Mais alors il y a un argument. Merci, bravo. Tout à fait rationnel, basique, bas de gamme, qui est, si je peux me permettre, très habituel chez les politiques, comme chez les patrons d'entreprise, et qui est de s'asseoir sur le couvercle pendant un certain temps, jusqu'à temps que la pression, j'allais dire sociale ou autre, soit suffisamment forte, et à ce moment-là, qu'ils vous disent « Ah mais qu'est-ce que je découvre ? On ne m'a jamais prévenu !» Et crac. Bon, ça va être en train d'arriver, et donc c'est bien pour une raison
vraiment triviale qui est celle des pénuries d'emploi. C'est-à-dire qu'en gros, quand on sait que mondialement on est en pénurie, et donc dans ces cas-là, on s'intéresse un peu plus à ceux qui sont plus éloignés de l'emploi ou qui étaient invisibles maintenant et qui deviennent visibles. Voilà. Mais écoutez, je voulais surtout qu'on a fini nos échanges. Voilà, qu'on remercie nos intervenants et on remplacera la blonde par la brune que vous avez vue, mais qui est partie. Donc un grand bravo à tous les trois. Un grand bravo puis alors moi aussi d'ailleurs. Et puis donc bientôt les replays, les supports et autres, comme vous avez tous badgé, vous recevrez le lien et là on vous mettra aussi les autres éléments. Pour nos prochaines étapes, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que si jamais vous êtes intéressé par ces questions, ça sera pas ici, mais ça sera en salle A. On a la question sur vraiment les nouveaux modes d'exosquelette. Hein, c'est le 20e. Ça change complètement par rapport à ce qu'on disait il y a 5 ans. On nous regardait comme des fous. Maintenant, c'est complètement rentré dans les mœurs et il se passe des choses très intéressantes. Et puis sur la question donc si vous êtes à Paris, mais là c'est Paris, ça sera des questions sur les permacrises, les risques sanitaires et la détection précoce des épidémies, et puis toujours les datas parce que c'est notre truc de fond. Et avant la Journée internationale des femmes, là on vous enverra le truc parce que c'est le 21 novembre, on le fait exprès avant pour que le replay soit prêt sur ce jour-là. Ça sera en visio, donc accessible de partout, sur les violences faites aux femmes avec les 2 axes, à la fois ce qui est violence au travail, dans le milieu de travail, mais aussi les conséquences des violences conjugales et autres. Voilà, écoutez, un grand merci à vous, bon tout et bonne suite. Si ceux qui veulent revenir salle A, on est content. Et puis on remercie infiniment nos intervenantes. Merci à vous tous.